Dans l'actualité de ce 3 février, la date du scrutin se fait attendre, mais la campagne, elle, a bien débuté. À Mantes-la-Jolie, les tensions ne retombent pas après la démission du maire sur fond de division de la majorité. Les anciens alliés se font aujourd'hui face, le point sur cette situation. Fin du télétravail obligatoire, fin du masque à l'extérieur, les mesures contre la propagation de la Covid-19 sont allégées. Mais est-ce une bonne chose? La réponse de l'Agence régionale de santé à suivre. 1,7 milliard d'euros supplémentaires pour le prolongement à l'ouest du RER-E, un montant qui interpelle les élus. Le directeur du projet s'explique à partir d'aujourd'hui devant une mission menée par la région d'Île-de-France. Et puis le changement climatique, sujet souvent abordé mais pas toujours bien compris. S'informer pour comprendre justement, c'était le thème de l'intervention de Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du GIEC, hier à la Maison de l'Environnement de Saint-Quentin en Yvelines. Nous l'avons rencontrée. Alors que le maire de Mantes-la-Jolie a démissionné, la date du scrutin se fait attendre. Tour d'horizon des candidats à la municipale partielle. Actuellement adjoint au maire à l'urbanisme, Jean-Luc Santini est soutenu par le président du département des Yvelines, Pierre Bédier. Il peut également compter sur 31 élus municipaux. De son côté, Raphaël Cognier a quant à lui décidé de repartir à la reconquête de sa ville. Il peut compter sur certains de ses anciens adjoints. Il y a effectivement un certain nombre d'anciens élus qui sont restés avec moi. Il y a ceux qui sont déjà venus me voir, il y a ceux qui attendent que la campagne soit vraiment lancée. Dans les deux camps, les projets pour la ville sont quasi similaires. Si aujourd'hui on fait une mesure un petit peu d'urgence pour l'hiver, pour les SDF, ça sera dans l'avenir une mesure beaucoup plus précise. Et puis il y a les deux grands thèmes qui sont l'ANRU pour le Val-Fouré et Cœur de Ville pour le centre-ville. On peut raisonner par quartier. Dans le quartier du Val-Fouré, il y a évidemment le plan ANRU que j'ai lancé, puisque l'ANRU était en panne depuis une dizaine d'années. Donc le renouvellement urbain du quartier du Val-Fouré, ça c'est un dossier très important. En centre-ville, on a le dossier Action Cœur de Ville, avec tout le soutien au commerce et le travail qu'on fait sur les espaces publics et la mise en valeur de la nature et de notre centre-ville, qui est un centre-ville magnifique. Et puis dans le quartier de Gassicourt, il y a tout ce que j'ai déjà fait autour du fait de rendre la nature plus présente dans la ville. Enfin, Guillaume Kevarec, ancien élu municipal de la ville, va mener une liste de gauche rassemblée, France Insoumise, Europe Écologie Les Verts et Socialistes, inédit à Mantes-la-Jolie. On est motivé parce qu'effectivement, ce qui se passe sur la ville de Mantes-la-Jolie depuis plusieurs mois est assez destructeur et déplorable, et on a vraiment envie de proposer autre chose. Pour nous, vraiment, Bédier-Cognier, c'est le passé. Bédier-Cognier, c'est dépassé. Et nous, vraiment, on va proposer quelque chose de positif. Et nous, on représente l'avenir pour Mantes-la-Jolie. Guillaume Kevarec peut compter sur Audrey Allier, membre de la France Insoumise, Jean-Paul Carcelet, secrétaire de section Parti Socialiste à Mantes-la-Jolie, ou encore Stéphane Barnier, responsable Europe Écologie Les Verts à Mantes-la-Jolie. On a un axe fort qui, pour nous, important pour la ville de Mantes-la-Jolie, c'est effectivement tout ce qui est honnêteté et lutte contre la corruption. Après, on a des enjeux, je l'ai dit, sur la démocratie citoyenne et participative pour refaire en sorte que les habitants de notre ville s'impliquent dans la ville et dans les projets. Et puis, on a une ville qui est fracturée, une ville avec de grandes difficultés sociales, donc des actions autour de la solidarité, et puis la réussite éducative. De son côté, Marc Jamet, membre du Parti communiste français, vient de l'annoncer. Il conduira une liste seule lors de la prochaine municipale partielle. Dans le reste de l'actualité de ce 3 février, également la levée de certaines restrictions dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Le port du masque n'est dorénavant plus obligatoire en extérieur. Les jauges dans les lieux recevant du public assis sont abandonnées et le télétravail n'est plus que recommandé. Dans les Yvelines, le taux d'incidence a chuté de 25% sur les 7 derniers jours, tout comme le nombre moyen de nouveaux cas confirmés quotidiens. Les mesures qui sont prises par le gouvernement pour alléger un petit peu les contraintes qui pèsent sur nous, elles sont basées sur des faits scientifiques. Et donc, je pense que par rapport à cette circulation épidémique qui baisse un peu, et puis pour aussi soulager, je veux dire, la patience, enfin, soulager la difficulté pour les Français d'avoir toutes ces contraintes. Aujourd'hui, dans les Yvelines, 81,6% de la population dispose d'un schéma vaccinal complet, 75% ayant fait sa dose de rappel. Et face à cette évolution de la situation sanitaire, les centres de vaccination s'adaptent. Certains réduisent les plages horaires, comme à Saint-Quentin en Yvelines, pendant que d'autres déménagent. C'est le cas du centre de Mantes-la-Jolie, dorénavant installé à Magnanville. Une décision motivée par la diminution des demandes, mais aussi la nécessité de relancer les manifestations dans les anciens locaux. Les communes nous soutiennent et donc là jusqu'au 31 décembre, la commune de Mantes nous a fortement soutenus.
et donc mettait à disposition le ménage, les agents de sécurité. Et là, Magnanville nous remet pareil à disposition. On a également le soutien de GPSO, la communauté d'agglo. Aujourd'hui, on va avoir à peu près un peu plus de 300 doses de réalisées. L'injection, en moyenne, on monte jusqu'à, depuis quelques semaines, 700-800. Trappes à nouveau dans l'actualité avec la mise en examen du député européen Jordan Bardella. L'élu du Rassemblement national avait qualifié la ville de république islamique. Des propos qu'il a réitérés hier sur le plateau de C8 face au maire de la commune dont il avait demandé la révocation ainsi que la mise sous tutelle de la ville. Je maintiens mes propos, Trappes est éminemment une petite république islamique en miniature. Ce que je dis, c'est que Trappes, Roubaix, Saint-Denis, la ville où j'ai grandi, et tant d'autres quartiers en France, c'est notre futur. C'est-à-dire que si on ne reprend pas en main maintenant la situation, alors ce qu'on connaît à Trappes, on le connaîtra demain dans d'innombrables villes françaises. Le quart de finale de la Coupe de France opposant Bergerac à Versailles se jouera finalement à Périgueux mercredi prochain. La Fédération française a tranché, une dérogation a été accordée car seul Bordeaux possédait un stade normalement homologué pour ce genre de rencontre dans la région. De quoi agacer les dirigeants yvelinois qui au tour précédent n'avaient obtenu aucun passe-droit pour recevoir Toulouse. Reste maintenant à régler le litige en chaussant les crampons et en décrochant une place en demi. Chatou, nouvelle référence du street art. 2 des 6 fresques réalisées l'été dernier viennent d'être sélectionnées parmi les plus belles de l'année en France. Elles participent au Golden Street Art 2021, organisé par le site trompe-l'œil.info. Les internautes vont maintenant pouvoir se prononcer et mettre la cité des impressionnistes à l'honneur parmi les 38 autres œuvres en compétition. La réalisation de Vini Graffiti, baptisée Diversité, orne la façade d'un immeuble de la résidence des Marolles et l'anamorphose de Carlos Alberto GH figure à l'entrée du collège Renoir. Notre invitée, Valérie Masson-Delmotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes paléoclimatologue, directrice de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, une unité du CEA, le commissariat à l'énergie atomique, le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique et l'UVSQ, l'Université Versailles-Saint-Quentin. Alors vous êtes présente ce soir pour une rencontre avec le public, vous informer, échanger sur le changement climatique. C'est important pour vous d'échanger avec le public ? Oui, et je pense que ça fait vraiment partie de nos missions en fait. C'est-à-dire que la recherche scientifique, c'est pas seulement produire des connaissances, mais c'est aussi les partager. Et d'autant plus que la question du changement climatique, finalement, elle concerne tout le monde de multiples manières. Vous écrivez aussi des ouvrages pour les adultes, mais aussi pour la jeunesse. Vous souhaitez vous adresser à tout le monde ? Alors, effectivement, donc, là, j'ai supervisé un rapport d'évaluation sur l'état des connaissances vis-à-vis du changement climatique. Donc, c'est un document qui est en fait très technique, qui est aussi une co-construction avec les représentants de tous les pays qui finalement reconnaissent ce socle scientifique commun. Et puis à côté de ça, j'interviens, alors selon la disponibilité que j'ai, devant le très grand public, mais aussi parfois à la demande d'enseignants, devant des élèves, un public scolaire. Et pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire le fait de pouvoir entendre les questions que se posent les gens, la manière dont ils se représentent le changement climatique par rapport à ce qu'ils apprennent à l'école ou bien ce qu'ils glanent sur les réseaux sociaux, dans les médias. C'est quelque chose aussi qui parfois m'amène moi-même à approfondir mes connaissances par rapport à des questions qui sont posées et pour lesquelles je vais solliciter des collègues pour vraiment comprendre l'état des lieux et puis le transmettre le mieux possible. Oui, puis vous adressez, quand vous adressez à la jeunesse, à ceux de demain qui vont subir les effets de ce changement climatique. Oui, alors j'ai aussi moi 2 filles qui sont maintenant étudiantes, qui sont adultes, mais c'est vrai que quand on s'intéresse aux évolutions futures du climat, il s'agit en fait du monde des jeunes d'aujourd'hui. À horizon 2050, moi mes filles auront mon âge, donc en fait c'est quelque chose qui n'est pas tellement lointain, c'est quelques dizaines d'années dans le futur. Et donc faire en sorte que les plus jeunes finalement comprennent pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui, quels sont les leviers d'action qui existent pour vivre avec un climat qui change et puis pour agir sur la cause du changement. Je pense que c'est quelque chose qui est important parce que le changement climatique, c'est pas quelque chose qui va disparaître demain. On va vivre avec pendant longtemps. Et donc du coup, c'est important d'avoir des repères factuels, vraiment rigoureux, objectifs. C'est important aussi pour former des citoyens qui ont l'esprit critique par rapport à ce qu'on peut entendre sur ces sujets. Alors, ce qui a fait l'actualité, c'était en septembre dernier, 2021. Il était rendu le rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et vous avez été auditionné à l'Assemblée nationale sur ce rapport. Il faut aussi rapporter au plus haut ce que vous avez évalué.
Oui, donc ce rapport, c'était 3 ans de travail avec des centaines de chercheurs du monde entier, et puis toutes des étapes de relecture pour s'assurer de la rigueur, de la qualité, de la pertinence de l'évaluation. Donc c'est un travail considérable, mais c'est un travail qui n'a de sens que s'il est partagé. Donc le fait que, par exemple, les commissions spécialisées sur le développement durable de l'Assemblée nationale ou du Sénat demandent à auditionner les auteurs du rapport, moi en tant que coordinatrice. Le fait que c'était le cas aussi au Parlement européen, par exemple, ou dans certains conseils municipaux, où on m'a aussi invité à intervenir. En plus, en visio, c'est plus facile. Ça demande l'un des avantages. Voilà. Merci Valérie Masson-Delmotte. On pourrait vous écouter parler pendant des heures. Et bien sûr, merci à nos téléspectateurs de nous suivre. Et puis l'information à suivre du jour, c'est le début de l'enquête ouverte par la mission d'information et d'évaluation du Conseil régional d'Île-de-France. Elle va devoir comprendre pourquoi le projet EOL, ce prolongement du RER-E dans les Yvelines, coûtera finalement 1,7 milliard d'euros supplémentaires. Xavier Gruz, le directeur d'EOL, vient d'être entendu. 27 personnes le seront en tout. Il a expliqué la complexité technique du chantier. À la porte Maillot, on n'a pas réussi à faire descendre l'eau tel que ça avait été prévu au départ. C'est lié sans doute à de la présence d'argile dans les sables qui sont en partie basse. Et ce phénomène n'avait jamais été observé et donc il nous a conduit à devoir déployer des moyens supplémentaires pour descendre la nappe. À la Défense, on a eu des difficultés avec les bétons. J'ai dit qu'on était venu soulever un bâtiment et les bétons de ce bâtiment étaient très hétérogènes et on n'avait pas reçu l'autorisation du propriétaire pour faire les campagnes de reconnaissance qu'on aurait souhaité faire. Et on a eu d'autres aléas qui sont des aléas de contexte. On a eu notamment 2 crues qui nous ont conduit à l'évacuation des installations de chantier. Donc ça peut paraître anecdotique, mais quand sur un chantier vous devez vous arrêter, démonter les installations pour ensuite venir les remonter, c'est des perturbations qui sont assez fortes. Pour permettre la poursuite des travaux, 642 millions d'euros doivent être trouvés en urgence. 421 ont déjà été assurés avec le concours de SNCF Réseau, de la région Île-de-France et des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Les collectivités attendent désormais une main tendue de l'État. Le prolongement du RER-E doit permettre de relier la gare Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie.